Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Bonjour, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile, ou plutôt bonsoir Cécile Doménibus à 18h04. Faites-moi un bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Au revoir. Samuel Vauto est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Faites-moi un beau bonsoir. Bonsoir. Ouais. Voir on n'est pas encore sur la radio libre. Pas mal. Et Eric Revel, journaliste et écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Mon cher Eric Revel, bonsoir. Comment vous diriez-vous bonsoir? Bonsoir. Ça c'est prévu. J'étais mi-Gainsbourg, Strauss-Kahn. Ouais. Ah oui, moi j'ai pensé, je vous ai vu en Strauss-Kahn là. Je sais pas pourquoi vous aviez. Non, c'est l'économie. Je suis pas sûre. C'est ça, bah oui, les docteurs en économie. Il a été mon prof d'économie internationale, Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, d'accord. À Paris 10 Nanterre à l'époque. Ouais. Très bon Allez, prof. refaites-moi un Excellent bonsoir prof. dynamique, allez. Bonsoir. 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 Allez. Les vraies voix. C'est dynamique. Oui, c'est dynamique. Oui, ça fait peur. Très dynamique, bravo. Au sommaire de cette émission, après des années d'hésitation et de lignes rouges jamais clarifiées, la France se retrouve aujourd'hui donc au pied du mur face au traité européen du Mercosur. Surtout que le président brésilien Lula vient de dire que si le traité n'était pas signé, il ne serait pas signé, en tout cas sous sa présidence qui se termine en 2026. Et on vous pose cette question. Mercosur, la France est-elle en train de payer son inaction? Vous dites oui à 99%, vous voulez réagir, le 0826 300 300, et moi je pense qu'il aurait fallu taper du poing sur la table bien plus tôt, dire que c'était inacceptable, quitte à aller à la crise, faire la politique de la chaise vide, mais n'est pas le général de Gaulle qui veut. Et puis la question du soir, toujours sur l'agriculture, à l'heure où plusieurs États membres s'opposent frontalement à l'accord, une signature ferait éclater au grand jour les fractures politiques, agricoles et commerciales de l'Union. Et on vous pose une question, va-t-on vers une crise européenne en cas de signature du Mercosur? Et vous êtes 93% à dire oui. Vous voulez réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. Et à mon avis, cette crise risque d'être multiple. Au niveau des agriculteurs, une bronca européenne, une protesta européenne dans les rues, avec les nations pour et contre, et même envers les partis politiques européens, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. 0826 300 300 dans un instant, juste avant un petit cadeau. Le sapin de Noël Sud Radio. Alors vous allez pouvoir gagner, il mesure 1m80 de haut et de large, et c'est mon co-animateur. C'est un tube alors, 1m80, 1m80. Je voulais vous offrir Philippe, parce que je pense que ce serait un très joli cadeau de Noël, mais on a encore mieux que vous. Oh bah oui, Écoutez c'est bien, pas puisque difficile. le cadeau d'10 jours, ce sont 2 forfaits de ski pour la station Péragude, et ça on adore. Péragude, c'est la station de ski des départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne, avec un domaine skiable, je le rappelle, de 51 pistes, et ça c'est canon. Alors si vous voulez dévaler les pistes cette année, c'est facile, vous envoyez sapin. C'est ça, Absolument. SAPIN, et vous l'envoyez à ce numéro 7 20 18, et vous serez sans doute voilà. J'ai pas fini. Vous serez sans doute tiré au sort. C'est ça, Et voilà. exactement. Et vous passerez à l'antenne. En fin d'émission. Ah, voilà, c'est ça. Donc j'avais pas fini. Oui, mais c'était tout bon quand même. Ah, c'était poudre, d'accord. Bravo. Je peux vous proposer un deal, comme vous vouliez me faire gagner aussi. Moi j'ai déjà skié à Péragude, les pistes sont magnifiques. Je skie avec le vainqueur ou la gagnante, et on va boire un vin chaud après avoir travaillé le planté de bâton. Le planté de bâton, monsieur Duss. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h30. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. En 6 mois, il disparaît. La France aujourd'hui ne signerait pas en l'état ce traité Mercosur. Nous ne croyons pas au préaccord tel qu'il a été négocié. On a vraiment l'intention de faire du bruit. On va bien sûr se diriger vers les préfectures, en tracteur un peu partout en France. Nous ne pouvons pas demander à nos agriculteurs de changer leurs pratiques, de se passer de certains produits phytosanitaires et en même temps d'ouvrir notre marché à des importations massives de produits qui ne respecteraient pas les mêmes critères. Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron nous entende. Il ne s'agit pas qu'il prenne simplement la parole sur le tarmac. Il faut qu'il utilise son droit de veto. Les vraies voix Sud Radio.
Mercosur, la France est-elle en train de payer son inaction, Philippe? Oui, et bien pour le moment, c'est un oui massif à 99%. Et je le dis, je le répète, il aurait fallu être beaucoup plus strict et dur dans les négociations, taper du poing sur la table. Mais je pense pas que vouloir une crise européenne pour les amis politiques d'Emmanuel Macron soit une chose possible à envisager. On va poser la question à Dorian qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous aujourd'hui de cette actualité? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir aller au bout? Bah écoutez, de toute façon, ça fait des années que c'est l'Europe qui nous pousse à la misère. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est l'Europe qui nous pousse à faire ça. C'est Von der Leyen qui a été élue par je ne sais pas qui, parce que moi j'ai jamais mis un bulletin dans l'urne pour Von der Leyen. Personne. Et celle qui dicte. Les députés européens ont voté, oui. Vous validé. Ouais, mais oui, ils nous ont pas demandé notre avis, alors que c'est le peuple normalement qui doit être souverain. Mais là, dans ces cas-là, on n'est plus trop souverain avec l'Europe. Et le problème, c'est que l'Europe nous pousse dans le gouffre. Hein. L'agriculture, que ce soit les céréales, les élevages, ça va être la fin. Hein. Moi, je suis céréalier, je fais des betteraves. Les betteraves, le sucre, c'est terminé. Hein. Là, ils annoncent déjà les sucreries à partir de 2 ans. Moins de 10 € sur la tonne. On était déjà très bas. Par rapport à il y a 10 ans, on est 15 € plus bas qu'il y a 10 ans. Alors, moins encore 10 €, on fera plus de betteraves. Donc, ça veut dire que nous, ça va nous mettre encore dans la misère, mais toutes les filières sucrières, c'est pareil. Ça veut faire du chômage en plus. Il faut pas penser qu'aux agriculteurs. Il y a toute une entreprise qui tourne autour de l'agricole, les transporteurs, tout ça. Mais moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue ce qui est en train de se passer. Eric Rebel, déprimant. La France est-elle en train de payer son inaction? Enfin, on a l'impression que on a raté le coche depuis des mois, voire même des années. Oui, je pense qu'il ne faut pas dire la France paye-t-elle son inaction, il faut dire Emmanuel Macron nous fait-il payer son inaction? Oui, c'est ça la réalité. Parce que ça fait 20 ans qu'on parle du Mercosur. Mais les positions du chef de l'État sur le Mercosur ont varié autant que l'humeur d'une femme ou d'un homme. C'est-à-dire que ça dépend des jours. C'est une autre façon de parler du en même temps. Vous voyez, alors je ne vais pas faire mon tour de table tout de suite, mais je vais quand même vous en dire un mot. Est-ce que vous vous souvenez à la COP 21 au Brésil, quand il enlace son ami Lula, qui essaie de lui vendre le Mercosur, le président de la République dit oui, non, on peut signer. COP 21, c'était au Bourget. En France, et c'était alors c'est la COP 22 23, ouais, peut-être. Il est avec Lula, voilà, tout va bien, le Mercosur, oui. Il est recadré à l'époque par la ministre de l'Agriculture, Genevard, qui dit non, en l'état, on ne peut pas signer. C'est rare qu'un ministre de l'Agriculture recadre un président de la République. Donc en fait, Emmanuel Macron, il a essayé de faire de la politique, il a godillé entre l'avenir et le futur des agriculteurs français. Il n'a fait que ça. Et là, évidemment, vu la levée de boucliers, les manifestations à Bruxelles notamment, il fait marche arrière toute. Et heureusement que Madame Meloni, celle qu'on traitait de post-mussolinienne, qu'on voulait à peine rencontrer lorsqu'elle a été élue, heureusement qu'elle dit on va attendre. Parce que sinon, le président de la République, il était dans une situation où il utilisait son droit de veto, ou alors il provoquait une crise de grande ampleur à l'intérieur de ce qui reste de l'Union européenne. Allez, vous restez avec nous, Dorian, on vous garde, 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend au standard avec cette question du soir. Est-ce que la France est en train de payer son inaction? Vous êtes en majorité? Oui, très large majorité. 99%. Si c'est pas une majorité, alors là... Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient sur notre question du jour. La France est-elle en train de payer son inaction? Puisqu'après des années d'hésitation et de lignes rouges jamais clarifiées, la France aujourd'hui se retrouve un peu au pied du mur. Il crie au loup, alors que depuis des années et des années, on se dit que... Ça fait 25 ans, je crois, que le traité du Mercosur est en négociation. Oui, c'est dingue. Dorian, vous vouliez commenter aussi, avant de passer la parole à Samuel Botton, sur ce qui se passe, parce que c'est ce qu'on dit, ça fait 25 ans que ça dure, ça fait des mois qu'on n'en entend plus vraiment parler, et tout à coup, 5 minutes avant, on se dit oup, la boulette. Oui, et je voulais revenir aussi sur les manifestations qu'il y a en France là. Franchement, les gars, il faudrait qu'ils arrêtent de bloquer les autoroutes parce qu'on va se faire des ennemis encore. Les gars sont en train de retourner toute la population contre nous, comme d'habitude, comme quoi on bloque tout le monde, que pour Noël ça va être le bazar. Donc moi j'appelle quelque chose, c'est faut monter à Paris, les gars. C'est là où se passe le pouvoir, et si on veut aller entendre notre voix, faut monter à Paris et il faut aller bloquer Paris. Macron là, il est à Bruxelles, c'est ça là en ce moment? A priori, oui. Ouais.
Et on bloque Paris et puis il rentre pas à Paris. On ne fait pas rentrer à Paris tant qu'il n'a pas arrêté le Conseil européen. C'est pas à Berlin. Ou c'est il y a un Conseil européen. Il y a un Conseil européen. Après, il y a le Bourget qui fait qu'il pourra toujours rentrer, quoi. Lui, mais sinon, on peut pas partir en vacances. Le Bourget, c'est un peu loin de l'Élysée quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Dorian? Vous savez, le Bourget, c'est un peu loin de l'Élysée. Si on arrive tous à en tracteur et toute la population nous suit, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui rentre à Paris. Donc, au lieu d'embêter les gens qui travaillent là, faudrait peut-être. Il ira à la lanterne, mais même à Versailles. Alors c'est mieux. Comme on veut faire une petite révolution, vous voyez, c'est très bien la lanterne. Ça va nous rappeler des bons souvenirs de 1789, vous voyez. Mais non, mais faut arrêter ces bêtises-là. C'est incroyable. Là, faut vraiment faire une révolte. Mais en plus, là, on se bat pas que pour les agriculteurs, c'est pour les Français, pour pas qu'on mange de la merde, parce que là, on va. Après, Dorian, il y a beaucoup de Français qui sont derrière vous, quand même. Tout le monde comprend pour l'instant la derrière nous, c'est très bien. Derrière nous, c'est très bien. Mais maintenant, il faut sortir dans la rue, monter à Paris et dire qu'on n'en veut pas de ça. On veut pas manger des cochonneries. Vous savez que là, on va importer de l'OGM à plein, des vaches bourrées d'hormones à plein, mais tout va bien. Après, on s'étonne qu'il y a des cancers partout. Bah oui, mais si on bouffe de la merde comme ça, c'est sûr. Alors que nous, on a une agriculture quand même très propre par rapport aux autres. Les éleveurs font un boulot magnifique. C'est nickel. Et on importe de la merde. On va faire bouffer de la merde à nos gosses. Mais non, à un moment, faut arrêter, quoi. Faut vraiment arrêter. Et puis, il faut que toute la population soit derrière nous, mais pas à dire à frapper les mains. Faut monter à Paris, se faire entendre. Macron, il est à Bruxelles. Il rentre pas à Paris et puis c'est tout. Et s'il veut rentrer, il va avoir affaire à nous. Et puis moi, j'ai une question pour vous, Dorian. J'entends tout ce que vous dites et je souscris à une certaine partie de vos propos, pas tous, mais c'est plutôt la question de la souveraineté alimentaire que j'aimerais vous poser, c'est-à-dire aujourd'hui on se positionne de quel point de vue? Est-ce qu'on parle d'une souveraineté alimentaire française? Est-ce qu'on parle d'une souveraineté alimentaire européenne? Et au milieu de tout ça, est-ce qu'on a conscience aujourd'hui que la France, du moins sur la question de l'agriculture et à grande échelle, n'a plus les moyens de suivre et des pays européens et des pays comme les États-Unis et la Chine? Et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça? Et comment est-ce qu'on accepte ce que nous sommes devenus d'un point de vue agricole et alimentaire et sur bien d'autres thèmes? Et comment on sort de cette situation? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des accords qui sont en passe d'être signés, mauvais. Elle est longue, votre question. Il y a une crise. Aujourd'hui, vous vous positionnez sur quel curseur? C'est-à-dire, pour sortir de cette crise, souveraineté alimentaire française ou européenne? Et comment souveraineté alimentaire française, et moi je peux vous dire quelque chose, ce qui nous a mis dedans, c'est la PAC depuis 92 qui nous a mis dedans, c'est la politique agricole commune. L'Europe, on n'en veut plus, on veut se débrouiller par nous-mêmes. Et là vous dites qu'on n'a plus de souveraineté alimentaire, on ne pourra jamais la retrouver, mais bien sûr que si. On a les terres agricoles, on a tout comme avant, il suffit d'y remettre un peu du sien, de mettre un petit peu d'argent sur la table, et je peux vous dire que très vite l'agriculture va remonter la pente, mais plus vite qu'elle l'a descendu même. Est-ce qu'on peut la rendre rentable? C'est ça aussi la question. Allez, restez avec nous, Éloi. Restez avec nous. Dorian, Éloi 0826 300 300. Bonsoir Éloi. Bonsoir. On vous écoute. Bienvenue Éloi sur Sud Radio. Merci. Eh bien, j'entends parler de Mercosur, j'entends parler de vaches abattues pour rien. En ce moment, nous, c'est le moral qu'on a dans les chaussettes. C'est pour ça qu'en Aveyron et partout en Occitanie, il y a une fronde et une révolte qui ne cesse pas. Aujourd'hui, on avait peur de se faire virer, on a appuyé sur un bouton, on a demandé à avoir un maximum de tracteurs sur les 2 points de blocage. Ça arrive en courant, ça remplit l'autoroute et la RN 88. Incroyable la mobilisation. Et en fait, je pensais que ça s'estomperait avec les fêtes qui arrivent, mais pas du tout. Les gars sont vraiment terminé et ce coup-ci ils veulent pas qu'on dise comme a fait à l'époque Rousseau, rentrer à la niche et maintenant c'est fini. Là on voit qu'on a le peuple derrière nous et on nous demande de continuer, alors on va pas s'arrêter comme ça. Et vous êtes sur un blocage là? Là, je suis rentré me doucher et j'y repars. Et demain, je rencontre avec la délégation coordination rurale le Premier ministre Le Cornu. Parce que Dorian disait, un auditeur qu'on avait en ligne, qui lui est céréalier en Ile-de-France, disait que bloquer, ça va mettre les gens contre vous, les agriculteurs. Vous, sur les barrages, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ils nous disent le contraire, ils nous disent qu'il faut continuer. On bloque l'axe Clermont-Ferrand-Montpellier. La 75 donc. Voilà, 75. La Lozère est avec nous en dessus, donc ça fait ça fait des gros cafouillages, il faut le dire, mais on voit que le peuple est derrière nous et on voit surtout que les agriculteurs veulent pas lâcher comme ça. Oui. Donc on va maintenir la pression pour obtenir cet arrêt de l'abattage, pour mettre la pression sur Mercosur et on voit bien que finalement c'est plus ou moins les signatures essaient d'être reportées. On voit que la colère paye et que le rapport de force paye. Restez avec nous, Éloi. C'est Jean-Marc qui nous appelle de Tarbes au 0826 300 300. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue Jean-Marc. Vous forcément, vous avez une réflexion sur ce Mercosur. J'imagine que vous êtes aussi, vous, du côté des agriculteurs.
tout à fait, 200%, parce que en fait, même quand j'entends les revendications ou les citoyens qui sont une majorité bien sûr qui sont pour, c'est très bien. Mais après, une autre partie qui sont contre parce que malheureusement, ils sont bloqués sur les routes, que ceci, que cela. Mais seulement, c'est tout le monde qui devrait être mobilisé parce qu'ils se mobilisent, eux, bien sûr par rapport à leurs conditions de travail et ceux qui vont être maltraités, comment ça va être le malheur pour eux, mais en même temps, pour tout le monde, l'importation de toute la marchandise, de toute la viande qui va venir, qui est déjà le cas, qui est commencé, va empoisonner tout le monde. La malbouffe, empoisonner avec des hormones, tout ce qu'on veut. Mais les gens, ils réalisent pas comment ça va être, le mal-être qu'il y aura et les maladies qui ont une conséquence derrière. Et l'extermination de l'agriculture, elle est mais ça va à grand V, vitesse grand V. Moi, j'ai 60-61 ans, j'ai connu les petites agriculteurs, les petites exploitations qu'il y avait dans tous les villages. J'ai connu ce phénomène, ils ont fait la même façon pour exterminer, en faisant des prises de sang, les petits truies, les vaches, ceci, cela. Il y a toujours eu une excuse de façon à faire mourir le petit agriculteur, et maintenant on veut chercher à faire des usines de 1000 vaches, de 2000 vaches, mais c'est pas ça qu'on souhaite avoir. Écoutez, à l'encontre de tout ce qu'il faut, quoi. Écoutez Jean-Marc, je vais vous faire écouter un son d'Emmanuel Macron. Écoutez. Je veux ici dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose, c'est la cohérence de l'Europe, et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Éric Revel, quand vous entendez ça, c'est en fait les bras nous en tombent, non? Les bras nous en tombent. Donc en fait, c'est la COP 30 qui s'est déroulée au mois de novembre au Brésil. Oui. C'est l'époque où le président de la République est tellement clair qu'il dit peut-être qu'on va signer le Mercosur, vous voyez. Et puis là, comme vous l'avez dit tout à fait justement tout à l'heure, 5 minutes avant, 3 jours avant la signature, on se réveille alors que Mme von der Leyen a déjà pris son billet d'avion pour aller signer à la fin du mois de décembre au Brésil le Mercosur. Bon. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la position du chef de l'État, elle n'est pas claire depuis le début. Alors peut-être qu'il a pensé que ça passerait sous les radars. Il faut dire aussi que cette signature était très attendue par nos agriculteurs, et c'est normal vu les dégâts que ça peut et que ça va occasionner. Mais il y a aussi une séquence, à mon avis, politique que le gouvernement et peut-être le président de la République n'ont pas vu venir. C'est celle de l'abattage à cause de la dermatose nodulaire contagieuse, puis le Mercosur, puis l'augmentation, je crois, de certains intrants. Certains intrants. Donc tout ça fait que la colère, en fait, elle ne cesse de grandir dans ce pays. Et là, on sent bien que Emmanuel Macron joue aux pompiers, il essaie d'éteindre l'incendie, il essaie de prendre une position nette, mais où les agriculteurs ont raison, c'est que est-ce que sa position ne changera pas dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, si l'Italie dit finalement on signe? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est passé sous les radars, mais l'Allemagne, vous savez pourquoi l'Allemagne veut signer cet accord coûte que coûte? Parce que la fin de quand Bruxelles décide de repousser la fin des moteurs thermiques, vous savez pourquoi on le fait? Parce que l'Allemagne le demande. Parce que l'Allemagne le demande pour son industrie automobile. Et qu'est-ce qu'on va exporter avec le Mercosur? Des berlines et des machines-outils allemandes. Et voilà. Et en tout cas, on en reparlera. Jean-Marc, merci. Dorian, merci. Éloi, merci. Vous restez avec nous. Tout de suite. Et si j'étais ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est Guillaume qui est avec nous de Montpellier. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pour l'heure, à la minute, ministre des Affaires européennes. Quelle est pour vous la première mesure à mettre en place? Bonsoir. Merci de me recevoir. Monsieur le ministre. Oui, donc ce ne sera pas forcément une mesure sur l'agriculture parce que chaque pays européen a ses propres terroirs agricoles, ses propres agricultures, et une des mesures communes à tout ça me paraît un peu compliqué parce que chaque culture a ses spécificités. Par contre, il me semble que l'INSEE en 2021 nous a classés comme 5e au niveau du coût du travail, 5e dans le calendrier du pire, évidemment. On est parmi les moins bons. À 4 points au-dessus, je crois, de la moyenne européenne, sachant que les pays les plus riches font exploser le plafond. Eh bien, la mesure la plus utile, ce serait d'harmoniser de manière globale les taxations sur le travail. Alors,
soit en supprimant peut-être l'intégralité des taxes existantes en France et ailleurs, en mettant une seule qui serait commune globalement à la moyenne européenne, ce qui permettrait déjà d'une part aux patrons d'embaucher des gens, parce que aujourd'hui j'habite en centre-ville de Montpellier, le nombre de restaurateurs par exemple, c'est des autres qui ne peuvent pas embaucher à cause du coût du travail, c'est pas nouveau mais bon. Ça permettrait aussi d'avoir une politique, de pouvoir faciliter le transit des travailleurs en Europe, sachant que le coût du travail étant le même partout ailleurs, on aurait une lisibilité plus nette au niveau de l'emploi, et tout ça créerait de la richesse. Alors, globalement, parce qu'il y a le travail qui crée la richesse, et par effet rebond, ça aurait sans doute aussi l'effet de baisser largement le coût du travail dans notre propre pays, parce que c'est ça in fine le but. Ce ne sera pas les autres pays qui vont augmenter leurs taxes sur le travail. Ce sera bien à la France de baisser les taxes. Merci beaucoup Guillaume de Montpellier. Une petite réponse, Éric Revel. Oui, c'est ce qu'on appelle l'Europe sociale. Oui. Alors après, il faudrait aussi, monsieur le ministre, harmoniser la fiscalité en Europe, vous voyez, puisqu'on voit bien que l'impôt sur les sociétés, si vous installez en Irlande, c'est beaucoup plus bas que si vous installez en France. Bon, voilà, donc l'Europe reste à faire, n'est-ce pas ? Enfin, pas cette Europe fédérale-là, moi j'en veux pas, personnellement. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu des vraies voix. On fait une petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Éric Revel est avec nous, journaliste et écrivain, auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Cher Éric Revel. Cher Cécile. Très cher. Samuel Botton, expert en communication. Voilà, communication. Vous êtes auvergnat, vous aussi ? Oui, absolument. Et Philippe David, bien entendu, tout de suite. Les amis, ne perdons pas de temps, le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Samuel Botton, pour promouvoir le journal d'un prisonnier, son livre écrit depuis la santé, Nicolas Sarkozy a choisi Légende plutôt qu'un journal télévisé, et ça change le prisme de la prise de parole des chefs d'État. Ça s'explique déjà par le premier succès qu'il avait rencontré sur ce format d'interview il y a quelques mois, et qui avait été un record d'audience pour le média en question, Legend. Alors soyons clairs, ce n'est pas la seule interview qu'il a donnée, du moins en format vidéo, oui. Il s'est également longuement entretenu avec Franz-Olivier Gisbert. Et sur la question de Legend, finalement, c'est d'avoir la maîtrise totale de son récit. Alors, à titre personnel, j'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy, et je pensais pas que le jour où j'ai fait une chronique humoristique, je serais si proche de la vérité. Mais nous y sommes. C'est tout votre talent résumé en une phrase. Oui, évidemment, visionnaire et lucide. Donc sur cette question, c'est dommage, on aurait dû la rediffuser. Vous pouvez, elle marche encore. Donc sur cette interview que j'ai regardée, qui finalement ne fait que reprendre les grandes lignes du livre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy est arrivé à bout de la contradiction. Il ne souhaite plus en avoir, il vient pour raconter son histoire, sa vérité qui est très subjective et très personnelle, et c'est là-dessus que Guillaume Pley rentre en jeu et qui peut l'aider justement à poursuivre ce storytelling. Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui Guillaume Pley et Legend se sont imposés comme le média de prise de parole incontournable, avec des prises de parole qui, quand on n'est pas Nicolas Sarkozy, se vendent à prix d'or. Vous voulez être interviewé par Guillaume Pley quand vous êtes entrepreneur, c'est 80 000 €. Bon, donc de ce point de vue-là, c'est une chose. Après, sur Nicolas Sarkozy, c'était de justement venir expliquer comment il avait vécu les choses. Donc, plutôt que d'aller sur un JT, aller sur un média où il sait qu'il va avoir le temps long. Et le temps long, c'est une chose qui est demandée et par les politiques et par les entrepreneurs, qui recoupent finalement un peu les mêmes enjeux dans la prise de parole. Et comme vous le dites, sortir un peu des sentiers battus et traditionnels. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est une belle victoire pour les jeunes et ça montre justement l'émergence des médias en ligne et de leur force de frappe aujourd'hui. Et je suis curieux de voir comment ça va se goupiller justement sur les prochaines élections, prochaines présidentielles. Comment ces politiques vont jouer le jeu justement de ces médias et essayer d'aller s'y intégrer. Ouais. Éric Revel, on voit que l'Élysée communique sur X, on va sur des plateformes, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui et c'est très alternatif en fait la façon de communiquer pour les politiques aujourd'hui. Oui, alors là aussi on a une position un peu ambivalente d'Emmanuel Macron sur lequel je ne m'acharne pas, mais qui met bon, il y a eu ce clip de la fake news d'un coup d'État en France. Donc à la fois les politiques. C'était mon coup de gueule hier. Oui.
à la fois les politiques et le chef de l'État se servent des réseaux sociaux pour faire passer des messages, et le même chef de l'État dénonce. Alors je parle pas simplement de cette vidéo, mais il a eu des prises de position très dures, puisqu'à un moment donné, il veut même s'interroger sur le contrôle des réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est devenu un outil de communication absolument hallucinante. Moi, j'ai fait un truc pour le bouquin dont vous parliez, c'est Mozart qu'on assassine. J'ai fait une émission de 40 minutes avec un influenceur. C'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout les mêmes questions, c'est pas du tout la même atmosphère que si vous étiez interviewé par un journaliste. Et je pense que par définition, ça touche un autre public, parce qu'aujourd'hui, regardez l'effondrement de la consommation de télévision, par exemple. Elle est très, 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 très forte. La grand-messe que constituaient les 20 heures à l'époque, bon, ça fait encore du monde, ça fait encore 4 millions, 3 millions et demi, bon. Mais avant, vous aviez des journaux de 20 heures qui faisaient 10 millions à eux seuls. Donc en fait, c'est, voilà. Et puis, vous avez tous ces médias qui sont en train d'émerger, mais qui changent complètement les habitudes de consommation. Les podcasts, etc. Mais aussi la façon dont c'est... moi, j'ai été très agréablement surpris. C'est-à-dire que le type, il avait lu le bouquin, mais c'était pas du tout les questions auxquelles je m'attendais. Et heureusement que le média radio fonctionne encore très bien. Oui, mais moi, je suis assez d'accord avec ça. Et ça en dit long. Maintenant, est-ce qu'on est mieux dans une interview sur Twitch ou sur un autre média, Legend ou qui vous voulez, que de faire certaines émissions de télévision? C'est quand même une vraie question. C'est la question de l'adversité, mais j'ai envie de te dire que même sur un média traditionnel, je vais prendre l'exemple de Sud Radio, je n'écoute pas forcément Sud Radio toute la journée, mais je suis tout le temps au contact de Sud Radio par ses réseaux sociaux, par les clips qui sont partagés, ce qui fait que même si je ne vais pas écouter la matinale, je sais ce qui s'est passé dans la matinale, de par le travail qui est fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est les consommations qui sont différentes. Tu fais moins d'audience sur un JT, mais par contre, tu captes peut-être plus de monde d'une manière différente. Allez les amis, c'est pas un débat non plus. Philippe David, dans les meurtres et les tentatives de meurtre liés au narcotrafic, un suspect sur 4 et de 20 ans a été identifié. Oui, alors c'est un rapport de la police qui est terrifiant sur les tueurs à gages du narcotrafic. 1 sur 10 est mineur et 1 sur 4 a moins de 20 ans. Et alors, quand on lit les éléments, c'est absolument terrifiant, puisque les policiers qui communiquent suite à ce rapport disent qu'ils n'ont aucune empathie. Certains sont fiers de tuer, se filment eux-mêmes. Il y en a un qui, 18 ans, qui dit en vidéo, mais il est content de tuer quelqu'un. Je vais enchaîner les contrats, frérot, sur la vie de ma mère. Je suis en train de m'envoyer sur un contrat. Je suis en train de rigoler. Alors on se rappelle de ce tueur de 14 ans à Toulon, qui était allé exécuter un contrat. Le VTC qui l'amenait n'a pas voulu l'attendre, ou je sais plus, et il l'a abattu de sang-froid. Et je trouve que ce que dit ce rapport est absolument terrifiant, parce qu'on parlait des territoires perdus de la République. C'était un livre qui a plus de 20 ans, c'était Georges Bensoussan. Mais aujourd'hui, je me demande, que peut-on faire de ces jeunes? Parce que les psychiatres disent, ils n'ont aucune empathie. Pour eux, tuer quelqu'un, on leur dit, mais tu sais que t'as fait de la peine à sa femme, qu'il avait des enfants, etc. Ils s'en foutent, mais complètement. C'est-à-dire qu'ils ont le niveau d'empathie des Einsatzgruppen ou des SS d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'eux, ils tuaient les gens sans hésiter. Les Einsatzgruppen, ils sortaient un village, ils les mettaient devant un ravin, ils tiraient à la mitrailleuse. Ils n'avaient même pas la moindre empathie. Alors on a appris en lisant des livres que les Einsatzgruppen, ils étaient shootés à la pervitine qui fait perdre toute inhibition. Mais eux, ils font ça a priori même sans être shootés. Donc je me demande ce qu'on peut faire de ces gens-là. C'est épouvantable. J'avais pas pris connaissance de ce rapport, mais c'est absolument épouvantable. Terrifiant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de limite à rien, qu'ils sont peut-être aussi dans des jeux vidéo. Oui, ils en parlent aussi, mais c'est pas les... Oui. Mais c'est affolant, c'est affolant. Ah, mais c'est terrifiant. Quand on le lit, c'est terrifiant. C'est pas la cause. La cause, elle est très simple. C'est qu'on propose à des jeunes qui n'ont rien entre 5 et 10 000 euros pour se faire une place dans le milieu, entre guillemets, du grand banditisme. Le prix du contrat a baissé aujourd'hui à 5 000 euros. Ils acceptent et ils vont descendre n'importe qui. Et il y a 2 ans, ça se faisait à 15 000. Mais alors, j'ai envie de vous dire, pour faire un peu de pop culture, il y a une série d'Olivier Marchal qui est sortie, je crois, il y a quelques jours sur Netflix, la saison 2 de Pax Massalia. Tout ce que vous venez de dire, Philippe, est abordé dans cette série, c'est-à-dire des jeunes de 15 ans qu'on envoie tuer pour régler des comptes parce que il faut protéger les grosses têtes dans certains cas.
Et ben ouais, on y est complètement. Et on y était déjà il y a un moment à Marseille. On y est dans de plus en plus de banlieues où on est effectivement sur des zones. Ça n'est plus de la fiction, c'est de la réalité maintenant, bien sûr. Mexicanisation de la violence. C'est ça. Éric Revel, Emmanuel Macron donc assure que la France s'opposerait. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il allait s'opposer au Mercosur, alors que c'est quand même en dents de scie. Oui, alors j'ai retrouvé la phrase exacte qu'il prononce à Belém, où se tient à ce moment-là en novembre dernier la COP 30, avec son ami Lula. Il dit sur le Mercosur, je suis plutôt positif. Alors il dit je serai vigilant, mais il dit je suis plutôt positif. D'ailleurs, ça avait entraîné la réaction de la ministre de l'Agriculture qui était en France, je crois que c'était au micro de Sud Radio, qui avait dit non, en l'état actuel, on signe pas. C'est quand même rarissime de voir une ministre de l'Agriculture, mais une ministre contredire, j'allais dire recadrer, puisqu'on est sur la radio du rugby, recadrer le président de la République, le reprendre de voler. Est-ce que ça veut dire qu'il croit vraiment en ce qu'il dit? Est-ce qu'il ne traite pas ses dossiers? Est-ce qu'il n'a pas l'ampleur de ce qu'il dit et le poids de ce qu'il raconte? Moi, je pense qu'il est persuadé qu'il peut convaincre la terre entière, ou alors, oserais-je dire qu'il n'a pas vraiment de conviction sur le sujet. Emmanuel Macron, c'est un mondialiste. C'est un mondialiste. C'est un européiste mondialiste. Donc ça ne m'étonne pas qu'il considère que pour le libre-échange, pour la mondialisation de l'économie, c'est une bonne chose de signer des traités de libre-échange. Mais quand il dit je suis plutôt positif, quand il le dit, il sait très bien que 1, les clauses de sauvegarde, 2, les clauses miroirs, 3, les contrôles ne sont pas au niveau qu'il faudrait pour empêcher ces produits de rentrer n'importe quoi sur notre sol, agroalimentaire et autres. Donc j'ai du mal à comprendre comment fonctionne psychologiquement le président de la République sur des sujets aussi segmentants et aussi importants que cela. Bon, alors sur la psychologie du président de la République, je ne m'engagerai pas, le sujet est trop complexe et je n'ai pas les compétences. Non, moi non plus. S'il vous plaît. Mais en revanche, une chose importante, vous l'avez dit, c'était sur Sud Radio, Annie Genevard s'était opposée à Emmanuel Macron, mais rappelons que même Sébastien Lecornu, son premier ministre, s'y était opposé sur un autre média. Mais là, vous vous dites quand même une chose. Comment est-ce que ça peut se passer avec un président qui dit A et son premier ministre qui dit Z et sa ministre de l'Agriculture qui dit X ou Y? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et vous le dites en même temps, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'a aucune conviction. Enfin, si, il peut penser blanc à midi, jaune à midi 2, violet à midi 3 et rouge à midi 4. Mais il n'y a aucune colonne vertébrale. Je le dis depuis le début, quand on disait ça il y a 10 ans, on se faisait traiter de tous les noms. Vous voyez, finalement, ça fait pas de mal de voir un peu plus tôt que les autres. Non, je pense que les intérêts du moment joue beaucoup sur les prises de décision. Il dit la vérité du lundi n'est pas celle du mardi. Je pense que là, avec la crise qui est montée, la question de la vaccination, autant d'enjeux sur la question européenne qui sont arrivés d'un coup, je vais me faire l'avocat du diable, j'ai trouvé ces prises de parole d'aujourd'hui relativement mesurées et pragmatiques, c'est-à-dire de dire on ne signe pas de chèque en blanc et si cet accord ne nous bénéficie pas, à un moment il faut qu'on soit en position de le rompre. Au moins, on est revenu à quelque chose un peu plus en adéquation avec la réalité. Et il me semble que Lula va demander à ce que la signature ait lieu plus tard. D'ici qu'elle soit repoussée, il me semble. Parce qu'il dit que si c'est pas signé là, si c'est pas signé sous son 7h55, visiblement, suite à une discussion qu'il a eue avec Mélanie, il va demander au Mercosur à ce que la signature du traité soit repoussée. Ouais. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un statu quo, c'est comme quand Trump venait négocier sur l'Ukraine, sans repartir avec de résultats concrets, c'est un peu pareil, on va attendre. On en parlera en tout cas dans un instant sur notre second débat, et puis juste avant, on reviendra sur le second détenu évadé de la prison de Dijon qui a été interpellé ce jeudi à Marseille. On en parle dans un instant, tout à l'heure. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec autour de cette table Samuel Botton qui est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, avec notre ami Éric Revel. Comment ça va ce livre, Éric Revel? Marche très bien. Ça se vend. Ouais. C'est ce que me disait Samuel. D'ailleurs, c'est difficile de passer à côté à la Fnac. C'est Mozart qu'on assassine. C'est bien. Ouais, c'est un pamphlet musical sur les fiascos d'Emmanuel Macron. Je parle notamment du Mercosur, justement.
en remontant un peu dans le... Voilà. Et chaque chapitre commence par une œuvre originale de Wolfgang Amadeus Mozart. Don Giovanni, vous voyez, ça lui va bien. La flûte enchantée, c'est pas mal non plus. Le Requiem, on le vit en ce moment. Enfin, voilà, c'est Mozart qu'on assassine. Le Mozart de la finance, vous savez, celui dont François Fillon, qui a fait le calcul, dit que... Vous avez vu cette interview au Figaro où il dit qu'il devrait démissionner. Oui, mais il dit surtout... Oui, ça c'est évidemment le titre. C'est le point clé. Hein. Oui, mais il dit que si vous calculez en jours ouvrés, l'accroissement de la dette sous Macron, c'est 1 milliard par jour ouvré. Si vous enlevez les jours fériés, les samedis et les dimanches, ça équivaut à 1 milliard de dettes supplémentaires par jour ouvré. C'est un ouf de Fillon au Figaro. Encore de bonnes nouvelles comme ça, vous permettez de raisonner par l'absurde. Tout de suite, il faudrait mettre plus de jours fériés, comme ça il y aurait moins de dettes. L'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et le second détenu évadé de la prison de Dijon a été interpellé à Marseille ce jeudi, François-Louis. Oui, Cécile, le fugitif de 19 ans qui faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol quand même, a été interpellé dans la cité des Rosiers dans les quartiers nord de Marseille. Le 27 novembre déjà, il s'était évadé avec un autre détenu en sciant les barreaux de sa cellule avec une lame de scie à métaux. Original. Et en fait, il y a une génération entre 12 et 19 et 20 ans, d'une génération de jeunes hyper violents. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment cette tranche d'âge où on n'est pas construit, mais on est capable de faire des trucs de fou, quoi. Je trouve ça dingue. Excusez-moi, mais quand on voit ce que je racontais dans les jeunes qui ont fait du dragage, moi je tiens à poser une question. Est-ce que ces gens sont récupérables un jour dans la société pour être libres ? Je sais pas. Est-ce que vous avez envie qu'ils ressortent, sachant qu'ils peuvent tuer sans le moindre moment d'hésitation, sans la moindre empathie, sans le moindre bout d'humanité en eux ? Alors, je sais que dire ça, c'est blasphématoire, mais est-ce qu'on peut remettre des gens comme ça en liberté ? Mais c'est fou parce qu'avoir un casier judiciaire aussi rempli à cet âge... À 19 ans, oui. Mais ça prouve quand même une chose, c'est que si on avait tapé beaucoup plus dur au niveau judiciaire pendant la minorité, où il y a l'excuse de minorité, alors que qu'on le veuille ou non, même si l'ordonnance de 45 a été revue, elle assure quand même une quasi-impunité aux mineurs dans nombre de cas, si on avait tapé dès la première incartade, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais alors dire ça, c'est carrément, je le répète, blasphématoire. Ben non, mais il faut définir c'est quoi taper fort à la première incartade, de quel type d'incartade on parle. Moi j'ai des solutions. Je pense qu'il y a quand même des jeunes dès que qui vous sont sortez de la loi, c'est à un moment donné. Dans délit, qui sortent de la loi mais sur des choses mineures, on peut pas les mettre au même niveau que les raclures dont vous avez parlé tout à l'heure. Après, il y a autre chose à prendre en compte, c'est-à-dire que ces jeunes-là, en général, on vient les chercher à 11, 12 ans. À un moment où ils sont très jeunes et on a beaucoup de mal à discerner ce qu'est le bien, le mal, et où on vit dans une forme d'imaginaire. Les parents sont là pour ça. Et quand les gangs... Non, mais il y a des fois, vous avez des parents qui sont dépassés, qui peuvent rien. Quand dans ces cas-là, il faut leur retirer l'autorité parentale. Et vous avez un gang, Philippe, qui se met sur les côtes de votre enfant pour le récupérer, le faire travailler. Vous pouvez être le meilleur parent du monde. Il y a des fois, vous ne pouvez pas lutter. Ça, c'est un fait. Et après, ça amène à ce que vous avez évoqué, Cécile. Des gosses de 19 ans qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras. Violence en réunion, trafic de drogue... Meurtre, mais en général, si vous commettez un meurtre, là vous allez au ballon. 18-19 ans, là vous y êtes direct. Ah oui, non, mais là c'est sûr. Donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va combattre finalement ces gangs qui eux gangrènent une partie de la jeunesse et les amènent sur cette voie-là. C'est la seule question que je pose. Après je suis d'accord avec vous, à partir du moment où vous avez appuyé sur une gâchette pour tuer, enfin, moi, mon cher Samuel, j'en ai un peu marre de la politique de l'excuse. Ils sont trop jeunes, ils ont des parents qui sont pas là, c'est des familles monoparentales. Mais est-ce que vous pensez que ma génération, lorsqu'on avait 12, 13 ans, on n'avait pas forcément, on n'appartenait pas forcément à un milieu social favorisé. C'est mon cas. J'habitais en cité HLM, mais j'étais pas à 11 ans dehors parce que mes parents, mon père, même s'il rentrait tard, il travaillait beaucoup, me l'aurait jamais laissé passer. Mais non, génération qui était dehors. Mais oui, mais si vous voulez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ben oui, elle tirait pas sur les flics. Il n'y avait pas le même type de trafic de drogue. Et pourtant, la mixité ethnique religieuse était totale dans ces cités HLM et tout se passait bien. Vous voyez, entre juifs, musulmans, chrétiens, italiens, arabes, français, espagnols, italiens, tout se passait bien. Donc en fait, pour moi, c'est l'effondrement de l'autorité au sens large
qui est responsable de ça, au-delà du trafic de drogue. Mais l'effondrement de l'autorité. Quand vous n'êtes pas capable dans des médias de dire si on touche à un flic, on va en assumer les conséquences et la justice va faire son travail, écoutez, il n'y a plus de respect pour un flic qui essaye d'arrêter un refus d'obtempérer. Les médias publics applaudissent. Ah oui, bien sûr. Non, vous me parlez de population, je vous parle chez ces cas à problème qui ne sont que mais attendez, à une autre époque, on respectait le flic, mais vous rigolez. Mais moi, à l'époque, moi, j'avais 18 ans, j'avais le permis, les flics m'arrêtaient, j'aurais jamais eu l'idée de forcer. Mais le refus d'obtempérer, Samuel, avant d'avoir un casier judiciaire, vous en avez pas quand vous faites votre premier refus d'obtempérer. Et pourtant, ces gens ne s'arrêtent pas. Mais moi, ça ne me serait pas venu à l'idée de ne pas m'arrêter. Regardez Naël, 17 fois arrêté par la police, qui avait un casier judiciaire vierge, et quand on disait c'est un voyou multirécidiviste, les avocats disaient c'est scandaleux ce que vous dites, il a un casier vierge. Mais quand on est passé 17 fois avec des problèmes avec la police, ce qui est scandaleux, c'est qu'on n'ait pas un casier judiciaire. C'est là où se pose le problème. Voilà. Et Philippe, vous allez pouvoir râler encore une fois dans un instant. Vous connaissez la meilleure ? Non ? Pour le gouvernement et les sénateurs, les émeutes, c'est comme les tempêtes ou les ouragans, une catastrophe naturelle. Ah bon, d'accord. Vous allez voir, là c'est du très lourd. Ok, on en parle dans un instant, on fait une petite pause et on va vous parler argent. Ah oui, avec Thomas Binet. Tant mieux. Money. Et on arrive juste après. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, on parle souvent du PER, le fameux plan épargne-retraite pour sa phase d'épargne, les versements, les déductions fiscales, la préparation de la retraite. Mais on parle beaucoup moins de la sortie, c'est-à-dire du moment où l'on récupère son argent. Pourtant, c'est loin d'être un détail technique, la sortie se prépare. Il existe d'ailleurs plusieurs options qui permettent d'éviter la mauvaise surprise fiscale tout en protégeant ses proches. Alors commençons Catherine si vous le voulez bien, et simplement, au moment de la retraite, comment peut-on récupérer le capital sur son PER ? Il existe 3 modes de sortie. Le premier, c'est la sortie en rente viagère qui vous génère donc un revenu à vie. La deuxième, c'est la sortie en capital en une seule fois. Et ensuite, vous pouvez aussi faire une sortie en capital fractionné, c'est-à-dire que vous étalez les retraits dans le temps. Alors la rente, c'est la solution la plus classique ? Alors, c'est la plus classique. En tout cas, c'est la sortie historique, mais c'est aussi la moins aimée. Elle s'adresse en fait à ceux qui souhaitent un complément de revenus régulier à la retraite sans avoir à gérer le capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que le capital va être aliéné une fois qu'il a été transformé en rente. Et le montant de la rente, il va être calculé en fonction de l'espérance de vie moyenne en France. Donc, il y a des personnes qui vont gagner et il y a des personnes qui vont perdre. C'est vraiment le choix de la sécurité. Et pour ceux qui veulent garder la main sur leur argent, du coup ? Il choisit sa sortie en capital, donc c'est la solution de la liberté. Vous récupérez la totalité de votre capital en une seule fois et vous choisissez la manière dont vous allez l'utiliser. Attention à la fiscalité, puisque la partie du capital qui correspond au versement que vous avez déduit pour la fiscalité au moment de l'épargne sera soumise à l'impôt sur le revenu quand vous le récupérez. Et les plus-values générées par le contrat vont être taxées à la flat tax à 30%, selon le taux qui est encore en vigueur en 2025. Donc c'est là qu'il faut être stratégique, puisque tout sortir d'un coup peut vous faire grimper aussi d'un coup du point de vue de la fiscalité. Alors là, c'est du coup le moment de se poser la question par rapport à la sortie justement que vous évoquez, c'est la sortie en capital fractionné qui deviendrait intéressante. Exactement. En fait, c'est une solution intermédiaire qui est très efficace, puisque vous allez étaler les retraits sur plusieurs années et donc vous allez lisser la fiscalité et éviter ce fameux choc fiscal d'une sortie unique. En plus, vous gardez la souplesse de retirer selon vos besoins, quand vous en avez besoin. Et accessoirement, ce qui n'est pas retiré, ça continue de fructifier. Alors, un cas de figure qui peut malheureusement arriver, que se passe-t-il, Catherine, si on décède avant d'avoir totalement récupéré son épargne ? Le PER et le capital qui est encore investi n'est absolument pas perdu. Il va être transmis aux bénéficiaires désignés au contrat comme une assurance vie, mais avec une fiscalité un peu différente. Là, ce qui va compter, c'est l'âge au moment du décès.
Si le décès intervient avant 70 ans, chaque bénéficiaire va profiter d'un abattement de 152 500 €. Si le décès intervient après 70 ans, l'abattement est réduit à 30 500 € et il doit être partagé entre tous les bénéficiaires. Une autre petite subtilité, là, c'est qu'on va prendre le capital entièrement pour cet abattement de 30 500 €, y compris les plus-values. Ce qui est intéressant et qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, il n'y aura pas de rattrapage fiscal sur les déductions d'impôts dont vous avez pu profiter durant la phase d'épargne. Donc l'avantage fiscal obtenu à l'entrée devient dans ce cas définitif. Et c'est ce qui fait du PER un outil de transmission patrimoniale très performant, en plus d'être un outil pour la retraite. Alors donc, si je vous comprends bien, même en cas de décès, le PER reste avantageux pour les proches. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle un peu d'un contrat à double vie. Il sert d'abord à épargner pour sa retraite et ensuite, il sert à transmettre dans de bonnes conditions. Encore faut-il avoir bien désigné ses bénéficiaires et avoir anticipé justement la manière dont on va sortir. Donc on parle toujours d'un mot-clé en gestion de patrimoine, la planification, l'anticipation. Alors justement, la clé, c'est d'anticiper donc sa sortie et pas simplement d'ailleurs ou seulement sur sa phase d'épargne. Exactement. En fait, on se concentre toujours sur cette fameuse déduction fiscale à l'entrée pendant la phase d'épargne et on oublie souvent de préparer la sortie alors qu'en fait c'est vraiment important pour optimiser le rendement global du PER. Merci Catherine pour vos explications très claires. On retiendra donc que quand on parle de PER, la sortie se prépare d'ailleurs autant que l'entrée. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Bienvenue en tout cas dans les C'est les vraies voix jusqu'à 19h30 avec Eric Revel. Ça va, c'est un joli nom, oui. Oui, c'est beau. Très beau. C'est bon. Eric Très beau Revel. village à 50 km de Toulouse. À une lettre près, vous étiez de gauche. Ouais. J'aurais été quoi alors? Eric Rebel. Ah oui, oui. Ah oui, on m'appelait comme ça quand j'étais petit. Hein. Mais vous connaissez le mot de Malraux, hein. Si vous n'êtes pas révolté à 18 ans et que vous êtes encore à 40, c'est que vous n'avez pas de cœur. Donc vous voyez, moi j'ai du cœur. Voilà, c'est très bien. Avec Samuel Botton qui est avec nous et Philippe David, et c'est son moment. On va lui donner, on va lui offrir le moment de Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 6e arrondissement de Paris. Pourquoi le 6e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve le Sénat et qu'une nouvelle taxe sous forme d'amendement du gouvernement qui a été votée m'a mise hors de moi. Un amendement déposé en toute discrétion le 8 décembre dernier. En effet, une nouvelle taxe sur les assurances a été créée, une taxe qui abondera un fonds dédié pour indemniser les dégâts dus aux émeutes. Les dégâts commis lors des émeutes étant pris en charge par les assurances privées, celles-ci rechignent désormais à assurer certaines zones et, surtout, n'en peuvent plus de rembourser des dégâts qui deviennent récurrents. Ainsi, les émeutes suite à la mort de Naël ont coûté 730 millions d'euros aux assureurs, tandis que celles dues aux émeutes en Nouvelle-Calédonie approchent le milliard. Des sommes impossibles à payer sans augmenter les primes. Alors pas d'augmentation de primes, mais une taxe qui serait de 5% des contrats, notamment les multirisques habitation, pour alimenter le fonds calqué sur ceux destinés à indemniser les victimes de catastrophes naturelles ou d'attentats terroristes. Mais comment justifier une telle taxe, sauf à penser que l'État a totalement démissionné face aux voyous qui cassent, brûlent et pillent? Est-ce que les émeutes qui sont devenues courants pour des événements qui ne posent problème dans aucun autre pays, que ce soit pour une victoire au football ou la fête de la musique, sont devenues aux yeux de nos dirigeants aussi inéluctables et imprévisibles qu'une tempête ou un attentat? Alors, plutôt que de taxer les honnêtes gens, ne vaudrait-il pas mieux tenter autre chose ? Comme une répression très dure par les forces de l'ordre, qui en sont capables avec les gilets jaunes et les agriculteurs, mais qui ont ordre de ne pas faire bobo aux racailles qui sèment le chaos. Et aussi que la justice condamne très durement les émeutiers. Les peines prononcées après la victoire du PSG en Ligue des Champions prêtent à rire tant elles ont été faibles. Gabriel Attal avait lancé la fameuse formule « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Il s'était juste trompé de pronom personnel et de verbe, puisque dans la réalité, c'est « il casse, nous payons ».
Excellentissime, le Philippe David. Bon, en général, elles sont bonnes, ces chroniques, mais alors là, dites donc... Ah non, mais moi, j'ai pété un boulon, là. Mais elle va être votée. Ça a été voté, mais après, ça repasse à l'Assemblée nationale, etc. Ah ben, l'Assemblée nationale la votera. C'est dingue ou pas? Mais c'est dément. Moi, j'ai pas envie de payer pour des casseurs, pardonnez-moi. Le consentement à l'impôt, ça y est, il est dépassé dans ma tête. Je vous le dis franchement, j'en ai marre de payer pour un État glouton et pour des casseurs. Mais enfin, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire? Alors, ça passera dans votre prime d'assurance. Mais d'accord, mais attendez, on peut peut-être avoir une réaction, on peut peut-être se révolter. Nous aussi, on va aller manifester. Alors, je sais pas si on cassera grand-chose, mais il y en a marre de payer pour ces casseurs. Il y a la France qui casse et la France qui casse. C'est ça. Voilà. Et la nous, France qui casse, c'est la France qui casque, c'est exactement ça. Nous, on paye des impôts, on est la France qui casque, et il faudrait payer en plus pour la France qui casse. Mais arrêtons les conneries. Je ne vois pas la finalité du problème, parce que si ce n'est pas nous qui payons, qui le fera? Juste, qui m'interroge, Philippe. Mais attendez, il faut que l'État contrôle ses rues. Dans toute cette démonstration, je trouve qu'on est quand même très gentil avec les agriculteurs. Moi, j'ai des souvenirs d'il y a 1 an, 2 ans, d'agriculteurs dans Paris qui sont venus, qui ont foutu le feu, qui ont cassé des vitrines, qui se sont même infiltrés dans un ministère. Et j'ai souvenir d'un Gérald Darmanin aux petits oignons sur cette question. J'ai suivi ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, où j'ai vu pareil des affrontements. Alors Dieu merci, c'était pas chez nous, et on n'aura sans doute pas à casquer pour ça. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que... Mais certains agriculteurs vont payer de ce qu'ils ont fait. Et il n'y a aucun souci, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut prendre le problème dans sa globalité. Maintenant, j'entends, Philippe, comment on fait? On fait moi, je vous dire, déjà, je peux vous dire un truc, c'est que quand les gilets jaunes manifestent, ou les agriculteurs, on leur envoie des gaz lacrymogènes par hélicoptère, on leur tire dessus au LBD. Je constate que quand il y avait les pillages pour les émeutes suite à la mort de Naël, on n'a pas utilisé les LBD. Pratiquement pas. Alors regardez le nombre de blessés qu'il y a eu par rapport aux gilets jaunes. Je peux vous dire que dans un cas, c'est pas la même temporalité, Philippe. Les gilets jaunes, ça a duré pendant 6 mois. Les manifestations sur Naël, ça a duré 2-3 semaines. Oui, 10-15 jours. C'est pas du tout la même temporalité. C'est pas les mêmes résultats. Ramenez-le à de la proportionnelle. Mais je vous arrête, c'est faux, parce que les gilets jaunes c'était uniquement les samedis, alors que Naël c'était tous les jours, avec centres commerciaux pillés, etc. C'était uniquement les samedis à Paris et sur les Champs-Élysées. Époque dont les commerçants se souviennent encore et continuent de pleurer parce que pendant 6 mois, ils n'ont pas fait 1 euro de chiffre d'affaires parce que tout était barricadé. Je suis bien d'accord, mais le problème c'est que dans un cas, on a été beaucoup plus dur avec les uns qu'avec les autres, et secondo, alors vous connaissez mon amour pour le football, mais quand j'ai vu les décisions prises par les juges contre les casseurs après la victoire du PSG en Ligue des Champions, et il y avait déjà eu des casses avant avec la victoire en demi-finale contre Arsenal, vous voyez les sanctions des juges, mais vous dites, mais mort de rire, les mecs c'est pas des sanctions, faut arrêter, et surtout on ne tape jamais au portefeuille, parce que excusez-moi, quand vous êtes capable de casser une vitrine, vous êtes mineur, déjà on va chez vos parents, on prend la télé, les meubles, la machine à laver, etc., et on les vend au profit de l'État, parce que moi j'en peux plus. Ils cassent, nous payons, et j'en ai plein le dos. Vous savez ce qu'on dit dans La Vérité si je m'en deux, on tombe pas un œuf. Si, non mais justement, les œufs, justement, ont des cheveux, contrairement à d'autres. Les œufs, on les met dans des boîtes et on ferme le couvercle. Voilà, c'est ça. Allez, merci beaucoup les amis. Vous restez avec nous dans un instant sur la question d'histoire, à l'heure où plusieurs États membres s'opposent frontalement à l'accord. Une signature ferait éclater au grand jour, en tout cas, les fractures politiques, agricoles et commerciales de l'Union. Et on vous pose cette question, va-t-on vers une crise européenne en cas de signature du Mercosur? Eh bien vous dites oui à 94%. Vous êtes agriculteur ou pas? Vous pensez qu'on va vers une crise politique? On attend vos appels avec ce numéro unique, le 0826 300 300. Et on fait une petite pause et on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio, la seule antenne où vous pouvez vraiment tout dire. Ça fait des années qu'on est géré par des gens qui n'aiment pas la France. Et je crois que la France est vouée à disparaître si les Français ne réagissent pas, si la population française ne réagit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le point de bascule, il est là. Il est peut-être là, le point de bascule qui peut faire que les Français vont se révolter. Appelez le 0826 300 300, la ligne directe pour passer à l'antenne. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h30 avec autour de cette table Éric Revel avec Samuel Botton, Philippe David et vous au 0826 300 300 et on va revenir sur cette question, va-t-on vers une crise européenne en cas de signature du Mercosur? Pour l'instant on nous dit oui à 94%, un score, j'aime mieux utiliser ce terme, de brejnevien. Céline Imar sera avec nous dans un instant, députée européenne LR et exploitante agricole céréalière.
On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici, mais pour moi, la prochaine étape, c'est Paris. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes, on veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris, ça bouge pas, c'est l'Europe. C'est Bruxelles. Les vraies voix Sud Radio. Et on vous pose cette question dans les vraies voix, la question du soir. Va-t-on vers une crise européenne en cas de signature du Mercosur? Vous dites encore et toujours oui à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je crois que la crise peut être triple. Dans la rue avec les agriculteurs, entre les différents États, et même, par exemple, au Parlement européen, entre les différents groupes. Céline Imar est avec nous, députée européenne LR et exploitante agricole céréalienne. Madame la députée, merci d'avoir accepté notre invitation avec cette question du jour à laquelle vous pouvez répondre. Est-ce qu'on va vers une crise européenne en cas de signature du Mercosur? Vers une signature du Mercosur cette semaine, la réponse est oui, incontestablement. On a eu, la France et surtout Emmanuel Macron ont eu une aide providentielle aujourd'hui en la personne de Giorgia Meloni, et on voit bien qu'elle a un rôle prépondérant au niveau de l'Union européenne que la France a perdu. La France aujourd'hui toute seule ne peut plus défendre ses intérêts. On a des intérêts très divergents au niveau européen. L'Allemagne, elle, avec les pays du Nord, sont très vocaux parce que la signature de cet accord, pour eux, c'est un intérêt absolument vital. Ils ont leur économie qui est dans une situation de marasme. Ils ont besoin d'exporter leur industrie automobile, chimique, pharmaceutique, etc. Et donc, ils se positionnent très très fort pour passer en force. Mais avec le renfort de Madame Meloni, cette semaine, ce ne sera pas possible, et fort heureusement. Et moi, je pense que Madame Meloni, un jour ou l'autre, je ne sais pas dans combien de temps et contre quoi, elle va rechanger sa position et reprendre une position en faveur du Mercosur, mais probablement en janvier. Éric Revel. Oui, Madame la députée, je note aussi que, je ne sais pas si vous en avez parlé, on en disait un mot tout à l'heure, c'est que l'Allemagne appuie fortement pour signer ce traité du Mercosur, parce que le volet exportation Europe vers Amérique du Sud, c'est de la machine-outil et de la voiture allemande. Absolument. Puis il y a la chimie, il y a la pharmacie. Puis il ne faut pas oublier un point, c'est que l'Allemagne, pour son industrie, elle n'a délocalisé que 20% de ses emplois. Nous, on a réussi un exploit fantastique depuis le début notamment de l'ère macroniste, c'est de délocaliser 70% de nos emplois industriels. Donc en fait, l'Allemagne reste une puissance exportatrice, non seulement au niveau de son industrie automobile, mais aussi sur tous les autres secteurs. Et donc, elle a absolument besoin de se positionner aujourd'hui sur ce marché du Mercosur qui réunirait 780 millions de consommateurs. Et nous, en fait, au niveau de la France, on a un maillage territorial, un maillage identitaire aussi, parce que c'est une question d'identité pour nous, l'agriculture. Mais il faut dire aussi, Madame la députée, que nous avons un modèle économique qui est plus basé sur la consommation des ménages en France et moins sur l'exportation historiquement, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Absolument, c'est parce que là aussi nous avons sombré économiquement, que ce soit sur notre dette, sur notre déficit, sur notre désindustrialisation, et maintenant, et c'est ça que les agriculteurs ne supportent plus, et ils ont raison, sur la désagricolisation de notre pays. Et ça c'est terrible parce qu'aujourd'hui la Chine est devenue l'usine de l'Europe et le Mercosur ne peut pas devenir sa ferme. C'est ça qui est vraiment en jeu aujourd'hui. Madame la députée, moi juste pour vous dire que je suis relativement raccord avec votre analyse sur Giorgia Meloni, que je trouve d'une lucidité extraordinaire. Maintenant, j'ai une question qui me vient, c'est-à-dire on a parlé de l'Allemagne et d'autres pays qui ont des choses à exporter via le Mercosur. Comment se fait-il, alors vous avez déjà commencé à donner des éléments de réponse, mais comment se fait-il que la France se retrouve dans une position où on en est tous autour de la table à se demander mais qu'est-ce que nous pourrions exporter? Quelle est finalement notre place dans l'organigramme industriel européen? Je pense que nous n'avons plus forcément notre place d'ailleurs. Et surtout, sur ce texte en lui-même, vous, à titre personnel, comment est-ce qu'on le réajuste pour arriver à une version acceptable? On ne le réajuste pas. Aujourd'hui, au niveau européen, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que les États membres ont délégué la compétence complète de ce qui concerne le commerce extérieur à la Commission.
Et en fait, la Commission, elle a commencé à négocier cet accord sur mandat des États membres en 1998. On était dans une époque où le paradigme, c'était de négocier des accords globaux. Mais ça, aujourd'hui, c'est un paradigme qui est dépassé, qui est vraiment d'ancienne génération. On prend des régions entières du monde et on négocie d'un côté notre industrie qui va là-bas et leur agriculture qui vient chez nous. Aujourd'hui, le logiciel, il a changé. La Commission continue à négocier des traités. Je prends l'exemple de l'Inde, qui va aboutir très 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 vite sur l'Inde. Quand la Commission a commencé à négocier sur l'Inde, elle a dit voilà, nous on a des secteurs sensibles, c'est le sucre et la viande bovine, donc on va pas les mettre dans l'accord. Et l'Inde a dit en contrepartie, nous aussi on a des secteurs sensibles et on va pas les mettre dans l'accord. En revanche, on va continuer à travailler pour avoir un accord qui soit beaucoup plus ciblé, sectorialisé et qui bénéficie réellement à nos deux pays. Parce que nous, quand on exporte du cognac ou du vin, par exemple au Canada, on va pas détruire en fait des filières, des familles, des emplois, des exploitations agricoles là-bas. Donc maintenant, le paradigme de négociation, il a changé. Le Mercosur, de la manière dont il a été pensé et négocié depuis 25 ans, aujourd'hui, il ne peut plus aboutir, à mon avis, il ne fait plus sens. Il faudrait tout arrêter et tout renégocier pays par pays avec des accords beaucoup plus sectorialisés et ciblés. Oui, Madame la députée, vous avez conscience quand même qu'il y a la Chine et les États-Unis qui sont en embuscade justement sur la question du Mercosur et qui n'attendent qu'une chose, c'est de prendre entre guillemets la place qui est destinée à l'Union européenne. Absolument, et c'est d'ailleurs un des points que soulèvent les pays qui sont favorables à cet accord, ainsi que la présidente de la Commission européenne. Mais on ne peut plus marcher avec ce chantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a délaissé nos agriculteurs, on ne les aime plus et on ne leur donne plus de preuves d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a cette colère. C'est-à-dire que moi, je suis pour le libre-échange, et je pense que le libre-échange, comme vous le dites, dans un contexte géopolitique de durcissement de la Chine, qui vient de nous remettre 30% de droits de douane sur le porc. C'est bien de le rappeler. Oui. Malgré le déplacement fabuleux d'Emmanuel Macron, qui a dû oublier d'apporter une bouteille de cognac, je pense, à Xi Jinping, mais enfin bon, ça c'est notre sujet. Et dans un contexte aussi où Donald Trump reprend les intérêts America First en main et a une politique beaucoup plus agressive et beaucoup plus protectionniste, effectivement, leur argument c'est de dire attention parce que la Chine va prendre nos parts de marché. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible en fait de déstabiliser ce qui fait non seulement notre économie, notre présence sur les territoires, mais aussi l'agriculture, c'est notre identité. Et je dois le dire, on doit défendre notre identité dans ce genre d'accords. Les accords de libre-échange, oui, mais équilibrés. Mais Céline Imard, quand est-ce que un homme ou une femme politique française va avoir le courage, je sais que vous venez du sud-ouest, d'une terre de rugby, vous n'êtes pas loin de Castres, je crois, avoir le courage de mettre un gros caramel à l'Allemagne qui se comporte vraiment comme la dirigeante de l'Europe, et l'Allemagne n'a qu'un but, anéantir l'économie, l'industrie française, elle y est arrivée, parfait, et maintenant l'agriculture. Quand est-ce qu'on va avoir des hommes politiques qui ont, vous me passerez l'expression, des cojones, comme on dit de l'autre côté des Pyrénées? Oui, enfin, sauf que le Castres Olympique, lui, quand il rentre sur le terrain, puisque c'est mon équipe favorite de rugby, pour mettre des caramels aux copains et notamment aux équipes parisiennes, il se prépare et il s'entraîne. Oui. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, la France, pour affronter l'Allemagne, elle n'a plus les moyens de sa politique. Elle n'est pas entraînée et elle n'est pas crédible. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui qu'on aille négocier pour défendre nos intérêts en disant « Ah ben tiens, la France arrive, nous, le Mercosur, on n'en veut pas, on met un cachou à l'Allemagne ». Non, mais en fait, quand on a le déficit public qu'on a, quand on a la dette publique qu'on a et qu'on veut donner des leçons en Europe, ils nous disent « Attendez les gars, là, vous n'avez pas de budget, vous avez une instabilité gouvernementale qui est un peu inquiétante, vous avez mais vraiment une trajectoire sur vos finances publiques, vous tenez pas vos comptes. Là, en ce moment, les débats chez vous à l'Assemblée nationale, c'est le concours Lépine de la nouvelle taxe. Et vous voulez nous donner des leçons sur les intérêts européens? Alors commencez par remettre de l'ordre chez vous. Donc le vrai sujet, c'est ça. C'est pas une question de courage, c'est une question aussi qu'on a une trajectoire budgétaire délirante qui met en danger toute la zone euro et qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de porter la voix de nos intérêts à Bruxelles. Et la Macronie nous a considérablement affaibli. Justement, on parlait tout à l'heure de l'instabilité des discours d'Emmanuel Macron. Un coup, il trouve ça plutôt pas mal, un coup, il est contre. Aujourd'hui, on est quand même à 2 jours, on est le 18, à 2 jours de cette signature. Est-ce qu'on n'est pas ridicule aux yeux du monde ? C'est un petit peu ce que je viens de dire. Enfin, moi, je ne veux pas taper pour taper sur la Macronie, mais aujourd'hui, effectivement, on n'est pas crédible quand on arrive à Bruxelles. Et donc, c'est pour ça que finalement, le secours providentiel nous vient de l'Italie, qui, elle, a su réaliser ce sursaut, a su remettre de l'ordre dans ses comptes, met en place des politiques extérieures, notamment avec les pays d'Afrique, extrêmement intelligentes, et reprend en main ses intérêts.
L'avenir, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une sortie possible, en tout cas pour cette alliance Italie, France et les 2 autres pays? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je pense que l'Italie finira par nous lâcher quand elle aura obtenu certaines contreparties. Après, la question, c'est ce sera quand qu'elle va nous lâcher. Est-ce que ce sera début janvier, fin janvier? On ne sait pas, et on ne sait pas contre quoi. Après, ça va arriver sur la table du Parlement. Donc au niveau du Parlement européen, on fait 2 choses. La première, c'est qu'on saisit la Cour de justice sur la validité de la scission de l'accord. La Commission a fait un coup de force démocratique absolument magnifique, un tour de passe-passe, parce que normalement cet accord doit être ratifié par tous les parlements nationaux. La Commission a dit c'est très simple, on va scinder l'accord en 2 parties. Par miracle, l'accord commercial va pouvoir se mettre en branle sans ratification, et puis après le reste, les États membres valideront un peu tout ce qui est principe démocratique, coopération, etc. Donc déjà, premièrement, au Parlement, on va saisir la Cour de justice sur la validité juridique de cet accord. Et ensuite, ce que moi j'essaie de faire, c'est de convaincre en fait mes collègues au niveau du Parlement, tout simplement de ne pas le signer. Et le 2e rapport de force, il sera là. J'ai l'impression que la France est devenue une monnaie d'échange, un levier de négociation pour finalement permettre à l'Italie d'arriver à ses fins de la manière dont vous avez présenté les choses. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui. Ouais, c'est le jeu. Le jeu au niveau européen, il est très complexe parce qu'il se joue avec des intérêts nationaux de 27 États membres qui ont aujourd'hui des sensibilités, un maillage territorial, une identité, une économie extrêmement différente. Et donc, c'est un peu le Game of Thrones entre la Commission, les États membres, les parlementaires et les groupes politiques. Et il faut jouer effectivement sur un échiquier qui est assez serré et assez complexe. Et oui, la France, clairement, aujourd'hui, n'est pas en mesure de s'imposer et de porter sa voix. Et donc, elle doit effectivement s'insérer dans ces leviers de négociation. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait pour essayer de gagner sur ce sujet, parce qu'on ne peut pas jeter nos agriculteurs déjà en extrême difficulté en pâture à cette concurrence déloyale. Ce n'est plus tenable. Ce serait la dernière goutte d'eau qui ferait déborder un vase déjà bien plein. Vous voyez, Madame la députée, je pense que Emmanuel Macron fait tout à l'envers. Il n'a pas compris la phrase du général de Gaulle « Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts ». Lui, il essaie de se faire des amis, mais il oublie de défendre nos intérêts. Ouais, et il n'en a pas les moyens. Et puis surtout, moi, je pense que ce qu'il a oublié depuis 2017, c'est de créer un relationnel et une relation réelle, empathique, je dirais presque d'amour avec le monde agricole. Chose qu'avaient su faire des prédécesseurs avant lui. Et là-dessus, il a complètement loupé le train. Et donc, il a à la fois perdu la possibilité de défendre nos intérêts en France avec une voix très forte, et à la fois cette connexion profondément empathique, presque charnelle, avec ce monde agricole. Il a perdu sur les 2 tableaux. Merci beaucoup Céline Imard d'avoir accepté notre invitation, députée européenne LR et exploitante agricole céréalière. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir joué aussi. C'est Julie qui est avec nous. Ah oui, le sapin de Noël Sud Radio. Et c'est Julie de Castres. Bonsoir Julie. Bonjour Julie. On est à Castres. Oui. On est à C'est Castres. dingue. Bien sûr qu'on est à Castres. La députée en parlait de Castres. Ah oui, c'est fou, c'est fou. Ah oui, mais c'est fou. Non, C'est pas elle qui a gagné, c'est pas la députée. Non, elle s'appelle pas Julie, elle s'appelle Céline, alors excusez-moi. Julie, vous êtes avec nous? Oui, c'est coupé. Ben voilà. Oui, je vous entends. Très bien. Alors, vous avez remporté 2 forfaits de ski pour la station Péragude. Très jolie station, super. qui est la station de ski des départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, avec un domaine skiable de 51 pistes. J'avais l'occasion aussi de vous offrir Philippe David en plus, mais bon, visiblement, vous n'en vouliez pas. Vous avez bien raison. Julie, vous faites quoi dans la vie? Je suis agent horticole. Ah, magnifique. Ah, pas mal. Ah, très beau. Ouais. Ah, mais on adore. Magnifique, on adore. On oui. adore. Et Julie, vous connaissez Vous la méritez qu'on tradition? vous envoie des fleurs. Oui, non, très beau. Vous connaissez la tradition, Julie? Pas forcément. Je vous écoute pas. Heureusement. Hein. Alors, du coup. C'est le cri de la joie. D'accord. Allez-y. Youhou. Bon, allez, c'est pas mal. On la regarde quand même. Bon alors, on vous donne quand même une chose à faire. En descendant une piste un peu raide à Péragude, vous faites le même cri de la joie et vous demandez à quelqu'un de nous filmer, de nous envoyer la vidéo, d'accord? Ça peut se faire, ouais. Julie, merci en tout cas d'avoir joué avec nous et merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Samuel Botton, merci beaucoup Eric Revel. Merci Cécile, merci Philippe, merci Et vous Samuel. restez avec nous dans un instant. On va vous parler d'une remise de trophées. Et avec nos amis, on va parler tech. Et ça,
c'est intéressant aussi. Il y a pas mal de tech en France, en tout cas de start-up, et certaines sont valorisées. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.